Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des nous à propos du cinéma de genre québécois. Donc, avant de commencer, je veux juste demander votre avis. Dernièrement, j'ai fait Mumuse avec de l'intelligence artificielle pour la musique et les résultats sont moins horribles que ce à quoi je m'attendais. Je voudrais donc avoir votre avis si ce genre de machin pourrait remplacer la musique que j'utilise actuellement pour l'ouverture et la fermeture de mes vidéos du podcast des nous. Vous pourrez écouter la chose avec le chapitre fin si je n'ai pas oublié de le faire. Il n'y a qu'à comparer avec le début. Donc, j'ai décidé de me refaire un paquet de films de genre québécois, du cinéma fantastique, du cinéma d'horreur, des films de science-fiction, à la limite du thriller. J'ai laissé passer le policier parce qu'il commence à y avoir pas mal de films policiers. J'ai bien évidemment pas regardé tous les films de genre qui existent. J'ai essayé d'en regarder le plus possible. Le Martien de Noël, sorti en 1971. Ce film est mémorable car c'est le premier film pour enfants sur lequel a travaillé Roch Demers des années avant qu'il lance Les Contes pour tous. Mais c'est vraiment la seule raison. C'est à propos de deux enfants qui jouent avec un extraterrestre. Peut-être que ça précède E.T., mais même si je suis pas un grand fan de l'extraterrestre qui veut téléphoner à la maison, au moins ce dernier a un scénario, une ambiance et des effets spéciaux. Le Martien de Noël est un mauvais film pour enfants, pas un film familial. Peut-être que des enfants à l'époque pouvaient apprécier, sait-on jamais, mais les parents ne peuvent pas apprécier. C'est vraiment un film qui prend son public pour des idiots, risque de faire perdre des cellules du cerveau. Il y a à peine une histoire et ça tombe sur les nerfs. Même l'acteur qui joue le rôle du Martien, Marcel Sabourin, ne réussit pas à rendre le film appréciable. Pour ceux qui se souviennent de mon système de notes, je donne une note sur 5. 5 étant un chef-d'œuvre, 4 étant une œuvre mémorable, particulièrement mémorable, un 3 étant un divertissement honnête, non, ouais, un 2 étant une œuvre moyenne, un 1 étant une œuvre mauvaise, et un 0 étant une nullité absolue, telle que la politique économique de Trump. Donc, au Martien de Noël, je donne une note de 1 sur 5. Je ne parlerai pas des contes pour tous en eux-mêmes. Certains sont fantaisistes, mais ce sont plutôt les films canadiens-anglais ou tournés à l'étranger. Tous les contes pour tous sont en partie québécois, ne serait-ce que par la participation de Roch Demers comme producteur ou producteur exécutif et sa boîte de production La Fête, mais ceux qui sont vraiment québécois tendent plutôt à être réalistes. J'ai parlé des contes pour tous dans les épisodes 84 et 109 du podcast. Je vous recommande tout de même les films pas vraiment québécois Opération Beurre de Pinot, The Peanut Butter Solution, Les Aventuriers du Timbre Perdu, Tommy Tricker and the Stamp Traveler et Le Retour des Aventuriers du Timbre Perdu, The Return of Tommy Tricker. Le Diable parmi nous, de Jean Baudin, sorti en 1972. Ce film, qui semble être le premier film d'horreur québécois, me semble dans la continuité de la petite vague des premiers films de Foufoune. Se plaçant dans la contre-culture dominante de l'époque et surtout clairement en cherchant à choquer la société traditionnelle. Bien évidemment, ce n'est pas tellement choquant en comparaison à des films d'horreur plus récents, même à des films d'horreur à l'époque, mais si on compare avec le cinéma québécois de l'époque et à la société québécoise de pas tellement longtemps avant. C'est choquant. Ouh. Un journaliste enquête sur la mort mystérieuse d'un ami antiquaire, mais si cela constitue la trame principale de l'intrigue, le film s'intéresse plus à la vie sentimentale qu'à l'intrigue.
quoique sentimental n'est peut-être pas le bon terme, le personnage n'exprime jamais d'émotion malgré quelques moments qui devraient le choquer plus. Bon, cela peut faire du sens avec la vieille tendance de l'homme n'exprimant pas ses émotions, mais même les autres personnages ne sont pas tant expressifs. Ce qui ne signifie pas que les acteurs soient nuls. Cela me semble contribuer à l'ambiance, à créer un certain décalage. Le casting me semble excellent. Le film n'a clairement pas eu un grand budget, ce qui n'est pas surprenant vu les thématiques et le côté choquant du film, mais découle de cela qu'il se passe pas tant de choses dans le film, surtout de spectaculaire, que les lieux de tournage sont rarement marquants et que la photographie, mis à part quelques rares plans et décors, est assez moyenne. J'aime bien l'utilisation du son par contre. Sans que cela soit exceptionnel, la soundtrack marche très bien avec le film, à appuyer les scènes ou donner un sens différent. L'ambiance est en général assez réussie. Par contre, c'est plus l'ambiance que l'intrigue qui mène le film. Pendant tout le long du film, surtout en se rapprochant de la fin et même après, on se pose pas mal de questions. Un film sympathique, mais qui n'a rien de bien renversant, auquel je donnerais la note de 3 sur 5. Schiffers en 1975. David Cronenberg n'est pas québécois, mais vers le début de sa carrière, il a tourné plusieurs films au Québec. Après des films étudiants plus expérimentaux en Ontario, il fait au Québec un premier film commercial, un film d'horreur avec clairement un petit budget. L'histoire se passe dans un grand bloc appartement un peu isolé. Le personnage principal est un médecin qui travaille dans l'immeuble puisqu'il est assez isolé. Le lieu va voir une maladie se développer par un genre de parasite développé par un scientifique. Le réalisateur est déjà dans le body horror, mais puisqu'on n'a pas le budget pour montrer grand-chose, c'est généralement caché ou montré très rapidement, des effets qu'on ne voit généralement pas trop quoi. Mais le film réussit bien à exploiter les situations par le jeu des acteurs très exagéré dans les moments chocs. Éventuellement, on dirait presque un film de zombies. Malgré son budget tout petit qui se remarque bien, le film est vraiment efficace, un bon divertissement auquel je donne une note de 3 sur 5. Rapid sort en 1977. Une maladie se répand tranquillement qui ressemble à une forme extrême de rage chez les humains. Si on sait quelle est l'origine de la maladie, il me semble qu'on ne comprend pas tous les détails de cette maladie et j'ai donc l'impression de passer à côté du film. Mais ça reste assez intéressant avec possiblement une photographie plus riche et un peu plus de budget que le précédent, sans reposer sur un parasite difficile à montrer dans un film à petit budget, mais sur autre chose. Il y a quelques scènes sympathiques qui font penser à d'autres films comme Shivers, Dawn of the Dead, Spaces, Patlabor 2 ou Les Ordres. Sur le tard, la situation peut rappeler la gestion du COVID en pire avec la loi martiale, mais je comprends pas vraiment l'origine. Pourquoi? Pour essayer de comprendre, je suis allé emprunter des bouts de Wikipédia que Google a translatés en français. Ouh. Rose Miller et son petit ami Art Reed sont victimes d'un accident de moto dans la campagne québécoise après avoir percuté une camionnette en plein milieu de la route. Art souffre d'une fracture de la main, d'une luxation de l'épaule et d'une commotion cérébrale, tandis que Rose est grièvement blessée et brûlée. Ils sont transportés à la clinique de chirurgie plastique Kelloyd, où le docteur Dan Kelloyd pratique une intervention expérimentale sur Rose, utilisant des greffes morphogénétiquement neutres pour remplacer sa peau et ses organes endommagés. Hart sort de l'hôpital au bout d'un mois, mais Rose reste dans le coma. Une nuit, Rose se réveille soudainement en hurlant et blesse visiblement un autre patient, Lloyd Wesh. Les médecins sont perplexes car Lloyd n'a aucun souvenir de l'incident et son sang ne se coagule pas. À leur insu, l'intervention de Rose a provoqué une mutation, la rendant incapable de survivre sans sang humain. Un organe rouge en forme de dard apparaît sous son aisselle qu'elle utilise pour se nourrir de ses victimes. Pour comprendre morphogénésis, la morphogénèse du grec morphé, forme, et génésis, création, littéralement génération de la forme,
est le processus biologique qui confère sa forme à une cellule, un tissu ou un organisme. Elle constitue l'un des trois aspects fondamentaux de la biologie du développement avec le contrôle de la croissance tissulaire et l'organisation de la différenciation cellulaire. Ce processus contrôle la distribution spatiale organisée des cellules au cours du développement embryonnaire d'un organisme. La morphogénèse peut également se produire chez un organisme mature, notamment lors du maintien normal des tissus par les cellules souches ou lors de la régénération tissulaire après une lésion. Le cancer est un exemple de processus pathologique de morphogénèse tissulaire caractérisé par des anomalies importantes. La morphogénèse décrit aussi le développement de formes de vie unicellulaires qui ne présentent pas de stade embryonnaire dans leur cycle de vie. Elle est essentielle à l'évolution de nouvelles formes. La morphogénèse est un processus mécanique impliquant des forces qui génèrent des contraintes mécaniques et des déformations et des mouvements cellulaires. Ce processus peut être induit par des programmes génétiques en fonction de l'organisation spatiale des cellules au sein des tissus. Une morphogénèse anormale est appelée dysmorphogénèse. Revenons à Wikipédia sur Rabid. Suite au succès de Frisson, Cinéplex a commandé un autre film de David Cronenberg. Les critiques de Robert Fulford concernant le financement de Frisson par la Société canadienne de développement cinématographique ont rendu plus difficile pour Cronenberg l'obtention de financement pour ses films. La SDC a financé le film par le biais d'une garantie croisée avec Convoy, qui n'a jamais été achevé afin d'éviter un lien direct. Initialement intitulé Mosquitoes, le scénario a posé des difficultés à Cronenberg en raison de l'attaque de son cadre urbain, bien plus vaste que celui de Frisson, qui ne se déroulait dans un seul immeuble. À un moment donné, il dit à John Dunning « John, je me suis réveillé ce matin et j'ai réalisé que c'était complètement dingue. Tu sais quoi, de quoi parle ce film? Une femme se retrouve avec un truc en forme de pénis sous l'aisselle et elle suce le sang des gens avec. C'est ridicule! Je ne peux pas faire ça, ça marchera pas! » Après avoir vu la performance de Sissy Spacek dans Badlands, Cronenberg souhaite lui confier le rôle principal. Cependant, Dunning refusa, invoquant ses taches de rousseur et son accent texan. Le producteur exécutif Ivan Reitman suggère Marilyn Chambers, une célèbre actrice de film X. Reitman avait entendu dire que Chambers recherchait un rôle plus important et qu'elle était déjà connue. Impressionné par son audition, Cronenberg accepta de l'engager. Même s'il n'avait pas vu son film le plus célèbre, Beyond the Green Door, Cronenberg dira plus tard avoir été impressionné par Chambers et son éthique de travail durant le tournage de Rabid. Le choix de montage de Cronenberg visant à raccourcir le film ont suscité des critiques, notamment la suppression d'une scène qu'il a regretté, expliquant ainsi l'apparition de l'orifice de l'aisselle. Je présume qu'avec cette scène, j'aurais compris le film. Quoiqu'un peu de détails sur la procédure expérimentale aurait aidé. Continuons donc paresseusement avec Wikipédia. Le film Rabid a été remarqué par plusieurs journalistes et critiques pour ses thèmes politiques, notamment l'effondrement des institutions sociales, faisant écho à la crise d'octobre 1970, dans laquelle le premier ministre Pierre Elliott Trudeau a activé de manière controversée la loi sur les mesures de guerre dans plusieurs villes canadiennes, dont Montréal. Dans sa critique du film paru en 1977, la journaliste Linda Gross du Los Angeles Times notait que Rabid recèle des connotations politiques inquiétantes, illustrant comment la loi martiale et la tyrannie policière peuvent devenir une autre forme d'épidémie. L'Encyclopédie du cinéma canadien partage cet avis, décrivant le film comme un commentaire subversif sur la crise d'octobre 1970, tourné à Montréal. Il met en scène un monde tellement paralysé par la peur que la loi martiale a été imposée. Time Out a qualifié le film de bien mieux mis en scène que Shivers et a conclu « Aucun des autres films apocalyptiques récents n'a fait preuve d'une telle sophistication politique ou cinématographique. » Linda Gross du Los Angeles Times
a décrit le film comme une variation effrayante et grossière de l'histoire traditionnelle de vampires et a loué la réalisation de Cronenberg et la tension éprouvante du film, bien qu'elle ait trouvé la narration du film incohérente. Elle a cependant salué la performance, en particulier celle de Chambers, la décrivant comme transmettant juste la bonne combinaison de vulnérabilité et de dangerosité. Bref, c'est un très bon divertissement auquel je donne une note de 3 sur 5. Scanners, sorti en 1981. Quelques films plus tard, David Cronenberg a vraiment plus de moyens et d'idées. Ce n'est absolument pas une super production, mais il y a assez de budget pour avoir quelques effets vraiment bien par moment et plus de lieux de tournage. L'ambiance, la photographie, le jeu des acteurs, c'est du tout bon, le film regorge de bonnes idées. Il utilise une thématique intéressante avec des gens qui ont des pouvoirs psy et l'utilise bien. J'aime particulièrement beaucoup l'utilisation du son. Il y a des mecs qui ont des pouvoirs psychiques. Des types en utilisent un pour qu'ils trouvent un autre qui est méchant et psychopathe. Bien évidemment, avec ce cinéaste, il y a quelques touches un peu inquiétantes, un fond, un style, une ambiance. Par contre, hélas, il me semble que ce film soit devenu un peu oublié. Les gens ne se rappellent que de la célèbre explosion de tête, qui n'est pourtant qu'un élément parmi tant d'autres qui composent ce film, au tout début du film, élément qui sera d'ailleurs particulièrement réutilisé dans les suites. Un excellent divertissement, meilleur que les deux films précédemment mentionnés, mais tout de même pas plus qu'un excellent divertissement, comme plusieurs films plus récents du cinéaste. Donc je donnerais à ce film une note de 3 sur 5. Il y a eu Heavy Metal en 1981. Ce film n'est pas vraiment québécois, c'est une production internationale faite entre Londres, Toronto, New York et Montréal, distribuée par l'américaine Columbia Pictures, mais le nerf central de la production était à Montréal. Compilation de divers segments animés, vaguement liés entre eux par l'utilisation du Loch Nord, une pierre maléfique, ce film s'adresse clairement avant tout à un public de jeunes hommes, et même plutôt d'adolescents, par son esprit très sexe, drogue et rock'n'roll, ou plus exactement heavy metal. Un film d'animation pour adultes rempli de nudité gratuite, de scènes de cul, d'allusions salaces, de violence extrême et d'un soupçon de drogue et de psychédélisme, accompagné par une bande-son misant sur les groupes populaires de l'époque, principalement métalleux, mais pas uniquement Riggs, Blue Oyster Cult, Donald Fagen, Stevie Nicks, Journey, Cheap Tricks, Don Felder, Grand Folk Railroad, Nazareth, Trust, Sammy Hagar, Black Sabbath, Devo et de la musique orchestrale originale composée par Elmer Bernstein. Je dois avouer personnellement ne pas être un fan de Black Sabbath, mais leur chanson utilisée colle bien avec la scène où elle est utilisée. Sinon, la musique est en fer, notamment la musique orchestrale d'origine, composée pour le film. C'est avec ce film que j'ai connu mon groupe de musique préféré, Devo, dans mon adolescence. Puisque j'ai vu ce film originalement pile poil à l'âge auquel il s'adresse et donc qu'il a bercé ma jeunesse, je n'ai aucun recul. Mais je sais reconnaître ses défauts tels que son machisme, ses récits basiques et son animation par moments approximative, mais ça reste très fun. Le film est basé sur la revue du même nom, version américaine de la revue française Métal Hurlant, mais elle s'est plus attardée sur le côté sexe violent, rebelle de la publication, pouvant intéresser les ados qu'à son fond. Ce n'est pas une œuvre d'art, mais un excellent divertissement, tant que l'on garde un esprit d'adolescent un tant soit peu, que le machisme, la violence et le côté un peu psychédélique ne nous dérangent pas. Métal! Ce film se mérite pour moi un 3 sur 5. Il m'est difficile par contre de parler de heavy metal sans mentionner un autre film d'animation nettement plus canadien mais certainement pas québécois, Rock and Roll, fait par le studio Nelvana et sorti en 1983. Le film n'a pas connu le même succès, mais c'est un film qui vise le même public, aussi avec une bande-son d'enfer, mais avec un scénario et surtout une animation beaucoup plus consistant. Le film ayant pris un peu plus de temps, les vedettes musicales n'étaient peut-être plus à leur summum,
mais ce sont tout de même Iggy Pop, Lou Reed, Cheap Tricks, Debbie Harry et Earth, Wind and Fire. Ce n'est pas un film à sketch, mais une intrigue à propos d'une star de rock qui veut utiliser la technologie pour invoquer une entité démoniaque d'une autre dimension et qui pour ce faire a besoin d'une voix particulière, celle de la co-chanteuse d'un petit groupe en début de carrière. Nous allons nous attarder principalement aux aventures des autres membres du groupe qui tenteront de la sauver, avec comme protagoniste un chanteur et guitariste égocentrique, mais qui au fond de lui-même aime bien la chanteuse. Ce film n'est certainement pas du goût de tout le monde, avec ses caractères design assez particuliers et un esprit beaucoup moins violent et sexy, moins adulte que Heavy Metal, mais clairement pas s'adressant aux tout petits. Cela a pu contribuer à l'échec du film, sans doute aussi, les rock stars n'étant plus autant à la mode, mais le principal facteur est bien évidemment la distribution hyper limitée et catastrophique de MGM United Artists. N'étant pas un film à sketch, il est normal que le scénario et les personnages soient un peu mieux construits, mais il ne faut pas exagérer non plus, ce n'est pas du Shakespeare. Par contre, j'aime beaucoup l'animation et les couleurs. J'ai plus de recul envers ce film qu'Heavy Metal, l'ayant vu beaucoup plus tardivement. Je connaissais déjà son existence depuis un long moment, mais ça a été franchement long avant qu'il y ait une édition DVD. Donc, je donnerais à Rock'n'Roll, un film de genre absolument pas québécois, une note de 3 sur 5. Et puis en 1983, il y a Au clair de la lune. Ce n'est pas réellement un film fantastique, mais le ton fantaisiste du film donne une grande poésie à la réalité. Un type de la rue débrouillard tombe sur un type naïf qui embarque dans ses histoires exagérées pour rendre merveilleux le quotidien de l'hiver froid à Montréal autour d'un mystérieux bowling. Je donnerais à ce film une note de 3 sur 5. En 1988, il y a eu Kalamazoo. Rémi Girard interprète un homme excentrique, romantique et rêveur dont l'imagination rencontre la vie sentimentale d'un jeune homme qui essaie de retrouver la femme qu'il aime, une écrivaine, un amour dans lequel se projette le personnage principal. Manquant le départ de ce dernier pour chercher celle qu'il aime, il tombe sur une sirène qui est la double de l'écrivaine avec la voix de Rémi Girard. Malgré le ton magique et poétique, le film ne se prend clairement pas au sérieux. Difficile de prendre au sérieux surtout un tel personnage, mais c'est vraiment par une musique mais c'est souligné par une musique au synthétiseur à coups de poète-poète. Ce n'est pourtant pas vraiment une comédie, l'histoire d'un vieux fou sentimental, d'un jeune amoureux perdu, les deux ayant l'amour à la dérive, les deux étant peut-être une forme de double de l'autre. Un film étrange, décalé, mais beau malgré un rythme par moments très lent et un irréalisme dans la mise en scène, le montage et le mixage audio. Je donnerais donc à ce film une note de 3 sur 5. Puis il y a eu en 1989 Dans le ventre du dragon, un film de science-fiction hors du commun. Ce film n'a certainement pas le budget des méga-productions hollywoodiennes, mais il est doté d'un solide casting mettant en vedette toutes les vedettes du Québec de l'époque, même pour des petits rôles, et d'une mise en scène assez solide, d'une ambiance travaillée. Un jeune camelot teste les médicaments. Un jeune camelot teste des médicaments pour se faire de l'argent, mais cela ne va pas se passer comme il le croit. Il disparaît et ses collègues camelots vont essayer de le retrouver. Le film contient aussi de l'humour, pas mal d'humour, qui vient surtout des collègues camelots, mais ce n'est pas une comédie, un excellent divertissement auquel je donnerais une note de 3 sur 5. Il y a un cinéaste dont j'ai déjà parlé dans le cas de Un cargo pour l'Afrique, Roger Quentin. C'est quelqu'un qui a eu un rôle intéressant dans Les Contes pour tous, puisqu'il a travaillé sur le scénario de le grand classique qu'est La guerre des Tucs. Il est aussi derrière La forteresse suspendue en 2001, il a participé au scénario, mais il a réalisé cette fois-ci. Et comme je viens de le mentionner, il a fait Un cargo pour l'Afrique. Mais il a aussi fait des films en dehors des Contes pour tous, qui sont relativement des films familiaux qui auraient sans doute peut-être pu, pour certains d'entre eux, être des Contes pour tous à proprement parler, qui sont
tout à fait intéressant. En 1990, en 1990 est sorti de lui le film Simon les nuages. Donc, le personnage principal du film, c'est Simon, un rêveur, et plusieurs enfants vont le suivre puisque il a rêvé d'une vallée cachée où il se passe des choses et où il y aurait des dinosaures. Ouh! C'est un film, ma foi, fort sympathique qui aura des suites. En 1991, Roger Quentin va sortir L'assassin jouait du trombone. Un film vraiment, vraiment, vraiment excellent. C'est un genre de... Ce n'est plus du tout du conte pour tous, même si je crois que ça peut relativement être regardé par un public d'enfants, peut-être pas d'enfants trop jeunes. C'est une comédie policière en quelque sorte, dans lequel un ancien acteur qui à cause de sa gueule, avait tout le temps des rôles de méchants, qui est devenu agent de sécurité dans un studio de cinéma. Eh bien, il se retrouve, malgré lui, comme étant disons, associé à des assassinats. Il serait le suspect parfait, alors que ce n'est pas lui le coupable. Et donc, lui et sa fille vont essayer de trouver qui est l'assassin. C'est vraiment très bon. C'est drôle, mais c'est aussi mystérieux. L'ambiance est très réussie, le casting est excellent, les musiques... c'est un très, 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 très bon film. L'assassin jouait du trombone. Scanners 2, The New Order, sorti en 1991, il y a eu Scanners 2, The New Order. 10 ans plus tard, à l'ère de la vidéo, les producteurs veulent faire du cash avec une suite de Scanners. Bien évidemment, ce n'est plus très original et ça fait pas le figure par rapport à l'original. Mais après l'avoir vu, je ne le trouve pas si mal que tout ce qu'on en dit. Oui, c'est un film commercial assez stupide, mais ce n'est pas nécessairement un défaut si c'était le but, car c'est très amusant et il y a bien plus d'action que dans l'original. En plus, pour les Québécois, il y a le plaisir supplémentaire de voir Yvan Ponton, le célèbre arbitre de la LNI, dans un rôle qui lui dans un rôle qui lui sied fort bien. L'histoire est nulle, sans aucune subtilité, et les acteurs jouent comme des pieds, mais étonnamment pour une suite directe ou vidéo, ce n'est pas si mal. Bien sûr de la répétition du film original, notamment des effets sonores, mais la photographie est plutôt bonne, les lieux de tournage sont bien choisis, et les musiques sont pas mal du tout pour du synthétiseur de petite production. Donc je donnerai à ce film moyen une note de 2 sur 5. En 1992, il y a eu Scanners 3, The Takeover. Immédiatement après est produit une autre suite encore plus stupide qui fait vraiment honte à l'original. C'est stupide, mal foutu et plutôt exagéré, mais sans aucun doute volontairement. Ce direct tout vidéo totalement stupide ne se prend pas au sérieux et c'est plutôt amusant comme tel. C'est tellement mauvais et over the top que c'est drôle, clairement volontairement. C'est divertissement, mais un divertissement con. Vaut mieux ranger son sens critique au vestiaire pour apprécier. Je donne donc à ce film une note de 3 sur 5. En 1993, il y a eu Mathusalem qui fait suite à Simon les Nuages, puisqu'à la fin de Simon les Nuages, Simon raconte un autre rêve qu'il a fait à propos de pirates. Et dans ce film, il va donc être question de pirates. Bien avant les Pirates des Caraïbes de Disney. Évidemment, quand je dis les Pirates des Caraïbes, je ne parle pas de l'attraction, je parle de la série de films. C'est un film fort sympathique avec Marc Labrèche, qui vole la vedette, même si officiellement les personnages principaux, ce seraient plutôt les enfants, même s'ils volent la vedette. En 1994, il y a eu Scanner Cup. C'est vraiment dommage, le film aurait pu avoir du potentiel. L'histoire est pas mal, plus intéressante que celle des deux précédentes suites.
Un policier qui est aussi scanner, mais prend des médicaments pour réprimer ses pouvoirs psy et leurs effets secondaires. Il va temporairement arrêter de prendre ses médicaments pour enquêter sur une affaire de tueur de policiers. Mais le film est nul. La réalisation, la mise en scène, le jeu des acteurs, les locations, la photographie, la musique, le scénario, tout est médiocre. Je donnerai donc à ce film moyen une note de 2 sur 5. En 1995, il y a eu Scanners de Showdown, aussi connu en tant que Scanners Cop 2. C'est la suite directe du précédent. Je me demande si c'est pas encore plus mauvais. Je dois lui donner aussi une note de 2 sur 5. En 1996, il y a eu Carmina, une hilarante comédie de vampires, une comédie sentimentale mais réellement drôle, avec une ambiance et un scénario très réussi, interprété par une excellente brochette de comédiens. La musique originale au synthétiseur est pas terrible, mais ça fait la job. C'est un excellent divertissement, auquel je donnerais une note de 3 sur 5. Je donne pas trop de détails, parce que ça révélerait toutes les jokes. Coller ici des bouts où je parle de la vengeance de la femme en noir et du dernier des beaux chênes. En 1997, il y a eu La vengeance de la femme en noir, qui fait suite à l'assassin du jouet du trombone. Bon, la suite est loin d'être aussi bonne que l'original, ça devient plus une comédie de tout et de n'importe quoi divers et varié, mais c'est un film amusant qui a plein de bons moments. En 97, il y a aussi eu Mathusalem 2, le dernier des beaux chênes, qui est la suite de Mathusalem, et donc en quelque sorte de Simon les Nuages, qui est vraiment très réussi. Peut-être même meilleur que le premier Mathusalem, en fait probablement. Qui lui-même était probablement meilleur, en fait certainement meilleur que Simon les Nuages. En 1997, il y a eu la Comtesse de Bâton Rouge. Ce film est dans une certaine manière du fantastique, mais ce côté est presque anecdotique par rapport à ce film qui va assez rarement de plein pied dans le fantastique. Mais on discute autour des mondes de l'imaginaire. S'il y a un cyclope, du cinéma sans pellicule ni caméra, un genre de fantôme et quelques moments franchement irréalistes, on est dans le monde du cinéma et du cirque dans un voyage dépaysant, dans la réalité, mais une réalité de gens hors du commun assez fantasmée. Parlons de l'histoire racontée ici. Le dernier film d'un cinéaste établi semble faire apparaître un fantôme, film basé sur son amour pour la plus belle femme à barbe du temps qu'il était jeune et idéaliste. Nous alternons un peu entre le présent de l'homme âgé, pas mal sur sa jeunesse dans une première partie, et pas mal sur le film dans le film, mais plus à partir du milieu du film environ. Mon avis est plutôt mitigé face à ce film. S'il regorge d'idées, d'une bonne brochette d'acteurs, de beaux moments, d'une belle photographie, de poésie et d'une construction méta, il est surtout très inégal. Si les acteurs sont généralement excellents, celui qui joue le personnage principal me semble avoir un jeu plutôt caricatural, bien que touchant par moments, alors qu'ironiquement, il est entouré des personnages plus freaks, qui semblent bien plus vraisemblables. Si l'idée d'un film dans le film peut être intéressante, elle me semble assez moyennement exploitée, avec une réalisation clairement moins bien réussie que celle de la réalité du film. Ce qui est très problématique puisqu'une grosse partie du film, peut-être bien toute la seconde moitié, alterne entre les deux avec de longues séquences de films dans le film. Mais le tout est enfermé dans un certain imaginaire plutôt intéressant avec de très bons moments, à gauche à droite, parsemant dans ce film au final assez intéressant et plutôt sympathique bien que décevant. J'avais déjà vu ce film il y a plusieurs années et j'en conservais un souvenir agréable, même si je ne me souvenais que de quelques détails. J'ai peut-être été déçu surtout de par mon attente pour ce film. Donc, pour moi, ce film se mérite un 2 sur 5. En 2001, il y a eu K2 Carmina, une suite étonnamment réussie de Carmina. C'est peut-être plus un spin-off qu'une suite, car ce n'est pas un film sentimental,
et des personnages secondaires du premier sont plus centraux dans le second que les personnages principaux, mais ça permet de raconter autre chose d'amusant. Même Michel Courtemanche m'a surpris en offrant une solide performance sans se reposer sur ses grimaces habituelles et sa gestuelle pour lequel il était connu à l'époque. C'est bien évidemment pas aussi bon que l'original, mais ça reste amusant. Sans surprise pour une suite directe aux vidéos, le film a certainement moins de budget, il y a moins de lieux de tournage, la photographie est assez moyenne, l'ambiance n'est pas tellement travaillée et la musique au synthétiseur est réellement mauvaise cette fois-ci, mais étonnamment, il y a quelques effets spéciaux numériques qui ont dû coûter pas mal d'argent à l'époque. Mais voilà, au moins c'est vraiment drôle et ça a le mérite de raconter autre chose que l'original, contrairement à la majorité des suites. Donc je donne à ce film une note de 3 sur 5. En 2002, il y a eu L'Odyssée d'Alice Tremblay. Une mère monoparentale se retrouve dans le monde des contes de fées où un apprenti prince charmant va l'aider à trouver le chemin vers chez elle. Une comédie simple sur un sujet fantaisiste simple. Une parodie de contes de fées, mais ça me fait rarement fait rire. La mise en scène et la photographie sont assez moyennes pour le sujet, on dirait presque une suite de sketchs pour la télévision, mais vu le nombre de lieux de tournage et de petits personnages joués par un paquet d'acteurs, y compris de nombreux caméos, ça atteint sans aucun doute un budget cinématographique, même si les scènes séparément sont généralement assez médiocres avec quelques rares moments sympathiques. Mais pourquoi est-ce aussi un musical? Est-ce que c'est une référence à Disney? Les numéros musicaux sont généralement assez correctement filmés avec chorégraphie, lumière et plein de couleurs, mais les chansons sont généralement nulles en elles-mêmes. Bon, en même temps, je ne suis pas le public cible puisque je déteste en général la musique populaire québécoise. Malgré le sujet assez enfantin, il y a tout de même pas mal de blagues un peu adultes. Le résultat est très moyen, mais ça aurait facilement pu être pire. Je donne donc à ce film une note de 2 sur 5. En 2003, il y a eu Sur le seuil, un film d'Éric Tessier. Avec Patrick Sénécal, on ne sait jamais sur quel pied danser. Bon nombre de ses romans sont du policier et ou thriller, mais souvent avec un côté horrifiant, tandis que d'autres vont ouvertement dans l'horreur fantastique. Au début du film, on pourrait croire que ce sera un film style policier, un peu stylisé et horrifique, mais assez vite on se rend compte que ça va être plus que ça. Un psychiatre essaie de s'occuper d'un écrivain célèbre de romans d'horreur après qu'il se soit coupé les mains et ait tenté de se suicider. Celui-ci semble ensuite catatonique, mais même quand il en sortira, ne voudra pas coopérer. Il faudra enquêter pour comprendre le mystère qui l'entoure. Ce film d'horreur est efficace, très bien réalisé, filmé, monté, mis en scène, interprété, une franche réussite comme on en a vu peu avant dans le cinéma québécois en la matière. Mais aussi bon que ce film soit-il, j'aurais de la difficulté à la qualifier autrement que d'excellent divertissement. Bien que ça soit particulièrement efficace et que ça reste dans notre tête un bon moment après le visionnement. Je donne donc à ce film une note de 3 sur 5. En 2004, il y a eu Dans une galaxie près de chez vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, tout le monde qui m'écoute ne vient pas nécessairement du Québec, c'était il y a quelque temps une amusante comédie sur la télévision québécoise, une sorte de délire très stupide sur fond space opéra. La Terre est devenue invivable à cause de la pollution, sujet qui n'était pas encore autant d'actualité à l'époque de la série, même si évidemment c'est d'actualité, mais qui ça l'est beaucoup plus maintenant, et un vaisseau spatial, le Romano Fafard, avec son équipage à l'origine internationale, mais qui est devenu canadien afin que la série continue, que la série contienne plus de contenu canadien, puisqu'elle était sous la menace de ne plus se faire financer par le fonds de la télévision, à moins que c'était une parodie de cette situation. Donc, ça explore le- l'équipage du Romano Fafard explore l'univers afin de trouver une planète habitable, inhabitée, afin d'y déménager l'humanité. Mais cela est plus un prétexte à déconner qu'un débat écologique.
Cette série fut fort populaire de par sa galerie de personnages, son absurdité, ses jeux de mots, etc., et ce malgré son évident petit budget. Eh bien, un premier film fut produit avec plus de budget que la série, et étonnamment, il est très réussi. Vraiment réussi. Encore meilleur que la série, ce qui est tout de même un exploit pour un film dérivé d'une série. Voici le pitch du film tel qu'indiqué sur IMDb. En l'an 2034, après que la destruction de la couche d'ozone eut rendu la Terre inhabitable, des explorateurs canadiens se lancent à la recherche d'une nouvelle planète pouvant accueillir l'espèce humaine. 5 ans plus tard, le capitaine Patnaud et ses coéquipiers, Brad, Valence, Flavien, Petroya, Bob et l'androïde Serge, n'ont toujours rien trouvé. À la suite d'un incident fâcheux provoqué par Brad, un scientifique retard qui conteste le leadership du capitaine, les explorateurs se retrouvent sur la planète Estetica où ils doivent lutter contre des clones d'eux-mêmes, entre autres choses. Heureusement, ils y font aussi la rencontre d'un devin qui leur indique où trouver une planète susceptible d'accueillir les humains. Mais celle-ci recèle des secrets inattendus qui mettront en danger Patnaud et son équipage. Sans être une méga-production hollywoodienne, le film a clairement plus de budget que la série, construit avec des bouts de ficelle en studio. Le film est principalement tourné dans des locations, notamment dans la nature, où les acteurs ont de nouveaux costumes plus travaillés et où nous avons des effets spéciaux par ordinateur plutôt honorables pour une comédie québécoise. Cela ajoute un cachet supplémentaire à Dans une galaxie près de chez vous, tout en n'enlevant rien à la série, le film gardant son humour bon enfant, rempli de trouvailles diverses, d'humour légèrement absurde et de jeux de mots délicieusement ridicules, avec son lot de références, tout en conservant son propos écologiste, même si ça n'a jamais été l'essentiel, l'humour primant surtout. Le scénario fait peut-être un peu fourre-tout, mais ça ne nuit pas au plaisir du film, qui est un excellent divertissement auquel je donne une note de 3 sur 5. Je donne beaucoup de 3 sur 5, hein? En 2004, William Lindenberg et Federico Sanchez réalisent Eternal, un thriller érotique de vampires prétentieux sans grande originalité. Un film de vampires supposé être érotique, affreusement lent et ennuyant. Le personnage principal est un policier sadomaso qui trompe sa femme, mais tient à elle et enquête sur sa disparition alors après qu'elle ait été tuée par une vampire ayant eu une relation sexuelle avec elle. Ça aurait pu être pire, au moins c'est pas un porno direct aux vidéos. Ça a visiblement été fait par des professionnels avec du budget, mais ça ne signifie pas que ce soit bon. Pour moi, Eternal se mérite une note de 1 sur 5. En 2004, il y a eu La peau blanche, un film d'horreur québécois à mon avis plutôt réussi, même s'il ne va pas du tout dans le jump scare, plutôt l'inverse et à quelques choix étranges. Un étudiant a une vie d'étudiant plutôt tranquille avec ses études littéraires et son coloc avec lequel il s'entend bien, jusqu'à ce qu'il rencontre le coup de foudre pour une jeune femme qui va se mettre à occuper toutes ses pensées. Le film a un scénario assez intéressant avec quelques retournements plutôt intéressants, mais se démarque par les choix étranges de sa réalisation. Le film a visiblement été tourné en numérique, mais un numérique de niveau professionnel tout de même, qui donne un aspect plutôt clinique à l'image, contribuant assez bien à la normalité de la majorité du récit et à son sujet, le déroulé de l'histoire. Surtout le son se démarque en minimisant ses effets, notamment dans certaines scènes où d'autres films nous auraient massacré les oreilles avec la bande-son. Quoique mon choix de, quoique mon choix de l'audio stéréo du DVD a pu y contribuer, j'ai un système de son stéréo et non 5.1 ou plus. Cela fait entre un film propice à une écoute tardive sans jumpscare, avec des dialogues qui ne sont pas du tout enterrés par les effets sonores et la musique. Un choix étrange pour un film d'horreur, mais que j'ai pu apprécier. Le choix des mixages sonores peut désarçonner dans certaines scènes et créer un décalage assez intéressant. Je pense notamment à une scène de tempête de neige dont le son me semblait très artificiel. Un divertissement tout à fait sympathique, bien que je doute que l'intérêt suscite à des écoutes répétées, à moins que pas mal de temps soit écoulé entre les visionnements. Je donne donc à ce film une note de 3 sur 5.
En 2005, il y a eu Saint-Martyr des damnés. Un journaliste travaillant pour un petit journal du type à publier plein d'articles sur le paranormal ou bien sur des théories fumeuses se fait envoyer par son patron et père adoptif dans un village perdu, Saint-Martyr-des-Damnés, pour enquêter sur pour enquêter sur de mystérieuses disparitions. Je crois bien que c'est la seule fois que j'ai vu l'acteur principal dans un autre rôle que Karl le 4 Choret à Radio Enfer, mais il est parfait ici. D'ailleurs, tout le casting est excellent. La photographie est superbe et le film est très stylisé avec un ton décalé, menaçant, sans vraiment devenir effrayant, même s'il semble s'inspirer du cinéma d'horreur par moments. Ce film m'a fait penser un peu à Grand Ours, une excellente série policière fantasiste borderline comédie par moments, une excellente mini-série, ainsi que sa suite et son film, qui me donne l'impression, surtout pour la première saison, de s'inspirer de Twin Peaks dans une certaine mesure à sa manière. Eh bien, ce film me semble aussi assez lynchien, mais à sa manière propre, une manière reflétant bien le Québec et les régions. Bien que ça puisse refléter mes goûts parfois discutables, il me semble que ce film offre notamment la plus belle scène d'amour que j'ai vue au cinéma, une scène qui m'a profondément touché. Je donne donc à ce film une note de 4 sur 5. J'ai pensé donner un 5 sur 5, mais dans le cinéma international, il y a plein d'autres films de genre encore plus riches, et pas seulement chez nos voisins du Sud comme Chinese Ghost Story, Suspiria au Brésil. En 2008, il y a eu Dans une galaxie près de chez vous 2. Maintenant, nous avons un second film. Certes, on se doute bien que ce n'est absolument pas un chef-d'œuvre, que c'est un film tout à fait commercial, pas particulièrement mémorable et qu'il ne méritera jamais la Palme d'Or de Cannes. Quoiqu'il vaut clairement plus que la canne formant le design de son vaisseau. Mais cela ne l'empêche guère d'être un bon divertissement. Bien moins bon que le premier à mon avis, d'une dimension moins épique, avec une histoire moins intéressante qui sous-exploite tous les gens talentueux qui ont participé à l'aventure avec bon nombre de moments très moyens, ce film est tout de même bien amusant avec son lot de bonnes idées, de quelques gags qui font mouche, de quelques moments forts et d'effets spéciaux certainement plus réussis. Bref, c'est un bon divertissement que je conseille à ceux qui aiment bien le type d'humour pratiqué par Dans une galaxie près de chez vous et à ne surtout pas manquer pour les fans de la série et ou du film. Je donne donc à Dans une galaxie près de chez vous 2 une note de 3 pour 5 également. En 2008, il y a eu Truffe de Kim Nguyen. En 2010, le réchauffement climatique a transformé le quartier populaire montréalais de Schlager-Maisonneuve en terreau fertile pour la truffe noire. On retrouve partout des gisements de champignons, qui est une denrée rare et coûteuse. Alice, interprétée par Céline Bonnier, et Charles, interprété par Roy Dupuis, tentent leur chance dans l'aventure, tout comme une nouvelle compagnie qui vient de s'installer dans le quartier. Le film se remarque principalement par son style. Avec les lieux filmés et la photographie noir et blanc, un noir et blanc moche, pas esthétisant, nous donne l'impression que ce film a eu un très petit budget. Il y a pourtant une palette d'acteurs qui ont dû coûter quelques sous. La majorité des acteurs nous offrent une performance plutôt dans la retenue, bien que Michel Richard en méchante était génial. Tout cela donne une ambiance étrange entre cinéma vérité et bizarrerie futuriste et critique sociale. Cela donne un ton différent qui aurait pu faire un film excellent si ce n'était de son rythme hyper lent, où il ne se passe généralement pas grand-chose. Je peux donc difficilement donner autre chose qu'un 2 sur 5, quoique je n'aurais peut-être pas dû regarder ce film un matin où je me suis réveillé trop tôt avant d'aller au travail, vu la courte durée du film. Je n'étais sans doute pas assez réveillé pour remarquer les subtilités, conserver mon attention et suivre un film aussi lent. J'ai d'ailleurs regardé mes courriels à un moment pendant le film. En 2008, il y a eu Babine. Ça ressemble un peu à du Tim Burton, surtout Big Fish, mais bon, en même temps, c'est pas tout à fait ça, le fond culturel québécois n'étant pas le même que Tim Burton, et le réalisateur ne venant pas de l'animation ou truc du genre, mais plutôt du domaine de l'émotion, c'est un acteur.
Le film est un peu intemporel. On se doute qu'il doit se passer dans la première moitié du 20e siècle, surtout qu'à un moment, on mentionne une guerre, sans apporter de précision sur la nature de la guerre. Ça se passe dans un petit village perdu, loin de tout, d'où même le temps, encore moins la technologie, ne se rend qu'avec grand-peine. On suit le quotidien merveilleux de tous ces gens ordinaires à raconter à grands traits. Inspiré des contes et légendes du Québec, tout ceci est fort exagéré à grands traits, mais, mais tellement bien mené qu'on embarque et on y croit vraiment. On sent tout ça, tous ces gens près de nous. On suit l'aventure de Babine, le fou du village, raconté par son ami, un éleveur de mouches, mari de celle qui s'occupe du magasin général. Cet ami et narrateur est aussi le réalisateur du film Luc Picard, qui en est à sa deuxième réalisation après l'audition. Ce film magique provient de l'imaginaire débridé du conteur Fred Pellerin, scénariste ici, qui gagne sa vie en spectacle en racontant toute la légende et la folie de son petit village Saint-Élie de Caxton, digne des conteurs de l'ancien temps. Ce film fantaisiste, malgré un budget très petit pour le genre, mais très grand pour le Québec, m'a émerveillé du début à la fin. J'ai totalement croqué ce magnifique morceau de culture. Les seuls défauts dont j'arrive à entrevoir est la dernière scène intéressante mais qui s'intègre mal, qui est un peu molle et qui risque de déplaire à certains spectateurs qui se verront ici décrochés de cet univers. J'étais aussi un peu triste que ça soit fini. Et puis la manière dont il est représenté dans les médias, on voit un peu trop, ce qui est tout de même un peu dommage pour un film qui se serait tellement bien vendu par le bouche à oreille. Quoi qu'il est vrai que de nos jours. Et puis le réalisateur en a dit qu'à sa connaissance, ce serait le premier film du genre au Québec, ce qui est tout de même un peu exagéré. Il y en a eu fort peu, mais tout de même quelques-uns, peut-être pas fantaisistes de la même manière, mais en même temps, si les films étaient tous identiques, le cinéma fantastique perdrait son intérêt. Non. Mon ami avec qui je regardais le film a un peu moins apprécié par contre. Il a trouvé le film très intéressant, le jeu des acteurs excellent, les décors et costumes très bien faits, mais le film lui a semblé un peu long par moments, surtout dans la seconde moitié et en particulier dans une certaine séquence qui l'a fait un peu décrocher, où on s'éloigne peut-être un peu du sujet. J'insiste un peu sur J'insiste sur le un peu, car ça me semblait personnellement fort sensé avec le film. C'est un très bon film auquel je donnerais une note de 4 sur 5. En 2009, il y a eu Grand Ours, La clé des possibles. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce film fait suite à une excellente mini-série de 2 saisons, produite pour SRC il y a quelque temps de cela. Une série fantaisiste avec une formidable galerie de personnages, tous interprétés par de brillants acteurs, une réalisation géniale en pas mal de styles. Une réalisation géniale et pas mal de styles. Série certainement fortement inspirée par Twin Peaks, mais en moins surréaliste, mais tout de même, plus ouvertement fantastique et orientée enquête, sans le côté soap opéra. Cette série nous parlait d'un journaliste montréalais et animateur de bulletins de nouvelles dont la carrière ne va pas très bien et dont le moral est au plus bas depuis la mort de sa douce. Il était dans la série envoyé à Grand Ours, Petit Coin Perdu, où il sera confronté à des événements paranormaux et devra suivre des indices selon une prédiction de la sorcière du village morte au début de la série, aidé par un journaliste local qui voudrait en profiter pour devenir un journaliste vedette, et une policière gaffeuse amie de ce journaliste local. La seconde série, quant à elle, traitait de la transmission des pouvoirs de la sorcière de Grand Ours et se passait dans une autre municipalité plus grande du coin, où se produisent d'autres phénomènes étranges. Quelque temps plus tard surgit le film, nous racontant une nouvelle aventure des mêmes personnages, l'ancien personnage principal devenu sorcière ayant des visions de l'avenir. Désolé du spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la série, mais il est ici question du film, et le petit journaliste et la policière devenus couple et détective privé. Il est question d'une clé qui permet d'aller dans d'autres univers, chacun découlant d'une possibilité différente de notre réalité. Vieux concept de science-fiction usé jusqu'à la corde.
Si l'intrigue peut sembler un peu simpliste, les personnages beaucoup moins nombreux et pas nécessairement aussi bien définis, la simultanéité de certaines intrigues marche moins bien en film qu'en série, cela reste excellent et ne fait pas du tout de mal à la série. Toujours aussi stylisé, sophistiqué, ce film est du fantastique à son meilleur. Attention, fantastique ici ne signifie pas horreur, c'est avant tout de l'étrange, de l'enquête paranormale, mais assez stylisé et signifiant. Pas du tout du X-Files. La distribution et la réalisation sont toujours aussi réussies, il y a toujours par moments de petites touches d'humour, bien qu'un peu moins présentes, pas mal d'émotions, une certaine richesse sur une certaine profondeur. Je le conseille fortement. En passant, le visionnement de la série n'est pas indispensable à la compréhension du film, bien que cela ne peut pas nuire, surtout pour connaître certains détails, en particulier les trois personnages morts, en particulier les trois personnages aimés qui sont morts, élément important du film sur lequel il s'attarde assez peu, du moins pas en détail. Donc, ce film de Grand Ours se mérite pour moi une note de 4 sur 5. En 2009, il y a eu 51-50 rue des Ormes. Adapté de l'excellent roman de Patrick Sénécal, ce film est très réussi et profite de manière intelligente du changement de médium. Un étudiant en balade tombe sur un conducteur de taxi un peu étrange qui l'enferme chez lui après qu'il ait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, une personne enfermée dans une pièce où il a été visiblement torturé et sera tué. L'étudiant va prendre sa place enfermé dans la pièce afin qu'il ne puisse révéler ce qu'il a vu. Mais le chauffeur de taxi ne le tue pas car il n'est pas coupable. Pendant son emprisonnement dans la maison du chauffeur de taxi, l'étudiant va apprendre un peu à connaître la famille un peu étrange de celui qui l'a enfermé, ainsi que la passion de ce dernier pour les échecs, ainsi que sa vision personnelle de la justice. Dans le roman, le jeune homme étudie en journalisme et note dans un journal intime son expérience, le récit nous étant principalement présenté par ce journal intime. Dans le film, il est étudiant en cinéma et se filme avec sa caméra numérique qu'il utilise comme son journal intime. Excellente transposition au cinéma. Le film est très efficace avec le récit bien construit du roman, bien évidemment un peu simplifié pour la durée du film, une photographie et un jeu des acteurs tout à fait réussis. Je donnerai donc à ce film une note de 3 sur 5. En 2010, il y a eu Le Poil de la Bête, un film de loup-garou en Nouvelle-France. Ça ne semble pas se démarquer, mais j'imagine que c'est déjà pas si mal dans le paysage cinématographique québécois. Mais c'est pas mal cliché et avec la qualité de la musique, on dirait presque un direct aux vidéos, même si le ratio d'image est 2,35:1. Les costumes, les coiffures, le maquillage, les accessoires, les lieux de tournage, tout cela est réussi, mais c'est plein de vide. L'histoire est inintéressante, la performance des acteurs est très moyenne et la photographie est assez moyenne. Du fait que l'on voit pas vraiment, du fait qu'on les voit pas vraiment, les effets spéciaux numériques sont corrects. Sauf peut-être qu'on les voit plus longtemps. Le rythme du film n'est pas très rapide, mais cela ne crée aucun suspense, ça fait juste contribuer à rendre le film ennuyant. C'est vraiment médiocre et pas très intéressant, je donnerais donc un 2 sur 5. Et puis en 2012, il y a eu Ezmezak. J'avais déjà vu le film une fois lors de sa sortie au cinéma. J'avais tellement apprécié son prédécesseur, Babine, que j'avais d'ailleurs, il me semble, revu juste avant d'aller voir le Ezmezak, ce qui est très certainement une très mauvaise idée. Izmezak m'ayant fortement déçu. Je l'ai revu pour faire cet avis en n'ayant pas vu Babine depuis longtemps et ça n'a pas changé grand-chose. La magie a disparu entre les deux films. L'ambiance marche pas mal, mais l'ambiance marche pas mal moins bien, la cinématographie me semble moins réussie, le rythme est plus lent, le ton plus dramatique, qui rend le film moins joyeux, mais surtout il y a le problème des personnages. La majorité des personnages de Babine reviennent, sauf Babine lui-même, mais ils ont pas mal juste des petits rôles. Izmezak, le personnage principal, est un homme fort au grand cœur, mais il n'a aucune personnalité. Les plus importants autres rôles sont le forgeron, sa fille et la sœur de Izmezak, Marie. Un forgeron, homme fort du village, surtout le plus riche, est assez peu sympathique. Sa fille me semble un cliché sur pattes,
la petite Marie aussi, le genre de choses qui n'étaient pas tellement un problème dans Babine, mais avec un ton aussi différent, les personnages étaient plus faciles à avaler, et il me semble qu'ils avaient tout de même plus de subtilité. Le contexte différent peut expliquer le ton plus dramatique, c'est logique, ça fait du sens, mais ça ne rend pas le film meilleur. Le film est franchement moyen, mais il y a tout de même quelques bons moments. Je donnerais donc à ce film un 2 sur 5. Babine est vraiment meilleur. En 2017, il y a eu Les Affamés de Robin Aubert, un film de zombies assez classique. La photographie n'est pas extraordinaire, mais elle fait tout à fait le travail pour un film qui essaie d'être réaliste et d'avoir un climat de tension malgré que les moments de frayeur ne soient pas si fréquents. J'aime assez bien le travail sonore, même si ça reste assez classique. Un film nous montrant un monde plutôt post-apocalyptique, en pleine région éloignée, avec des zombies, des survivants et des chasseurs. Il n'y a pas les propos sociaux des films de George R. Romero, ou le minimum pour un film de zombies. Il n'y a pas l'action d'un Resident Evil, et il n'y a pas l'humour d'un Return of the Living Dead ou Shaun of the Dead, mais ça fait tout de même un film de zombies tout à fait efficace, nous entend. Vraiment meilleur que le film lamentable de Loup-garou, comme quoi on peut faire du cinéma d'horreur assez classique quand on le veut, même si selon moi, on peut faire du film de genre bien plus intéressant en proposant quelque chose de plus riche comme Saint-Martyr des damnés. Je donnerais donc à ce film une note de 3 sur 5. J'aurais bien voulu aussi voir le film Nous les zombies, We Are Zombies, qui date de 2023. Pourquoi ce film n'est pas commercialisé en vidéo au Canada? Si ça avait été le cas, j'aurais pu espérer l'emprunter en bibliothèque un jour. Je ne suis pas prêt à payer le prix Amazon pour un film que je n'ai pas vu et ne sais pas si je l'aimerais. Au revoir et à bientôt. Mais avant de nous revoir, voici le machin généré par intelligence artificielle. Guitare gronde, la nuit s'éveille, petits éclairs dans la ruelle. Pas de chaîne, tout sourd ici, les idées volent, sons inédits. Que des pixels inventent l'espace, ma voix s'élance dans la lumière qui passe. Sous les projecteurs, l'avenir s'invite, bien bref instant, la scène palpite. Laisse le vieux derrière, ose rêver sans barrière. Droit de créer, l'esprit qui fuse, une onde folle, plus rien ne s'amuse. Tout devient possible, ose écrire l'histoire. Droit de créer, elle illumine ce soir. Quand la nuit s'éteint, les sons résonnants, sur l'asphalte libre, on trace nos décors. Et pourquoi pas un truc thématique avec l'épisode d'aujourd'hui? Écran qui s'allume dans la nuit, les sièges vibrent d'appétit, les projecteurs dansent au plafond, sur le fleuve des ombres en fusion, on s'habille d'étoiles fluorescentes, mon ami c'est le moment présent. On s'habille d'étoiles fluorescentes, mon ami c'est le moment présent. Des monstres tapis dans la brume, sur la colline, le mystère s'allume. Du froid dehors, mais la salle s'enflamme.
étrange sous la lune bleue de Montréal. C'est là où tout devient possible. Rocker la nuit, festival. C'est là où tout devient possible. Rocker la nuit, invisible. Les lumières s'éteignent en souris. On ramène le rêve dans la vraie vie. À demain pour d'autres visions. La magie ne finit jamais ici. Sinon, une interprétation d'une chanson bien connue qui m'a fait hurler de rire, même pas eu besoin de prompter plusieurs tentatives. Ha ha! Des beaux légumes pour tout le monde, des navets, des laitues, des oignons, puis des concombres, et puis des choux-fleurs. Des beaux légumes pour tout le monde, du maïs, puis des carottes, des tomates, puis des poireaux, puis des pommes de terre. Je suis un ave bébé, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour on me déterre. Je suis une laitue, je veux être mangée. J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Les bons gros légumes, de plus en plus gros. Miam, 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 les bons gros légumes. Miam, 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 les bons gros légumes. Les bons gros légumes. J'ai hâte d'en manger. Je suis une carotte rotte, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour on me déterre. Je suis un maïs, je veux être mangé. J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Je suis un poireau, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour on me déterre. Je suis tomate, je veux être mangé. Pousse, 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 les bons gros légumes. Pousse, 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 de plus en plus gros. Miam, 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 les bons gros légumes. Miam.